Bon, moi aussi, il me reste à remercier d'abord pour l'invitation. Pour moi, c'est toujours un plaisir, surtout de voir que des gens qui s'intéressent. Et j'avoue que je suis assez surpris de voir la quantité de personnes présentes. C'est vraiment très, très positif. Alors, le sujet, donc, c'est de l'Urartu à l'Arménie. Ça veut dire, grosso modo, disons, la naissance de ce concept d'Arménie, quoi. Alors, d'abord, c'est un concept... Bon, l'Arménie, c'est d'abord un concept géographique, hein, qu'on le veuille ou non. C'est ce territoire, grosso modo, alors qui se trouve à un endroit tout à fait stratégique, puisque c'est le croisement du monde asiatique, du monde iranien, de l'Asie mineure et même de l'Égypte. Alors évidemment, ça a ses côtés positifs et des côtés négatifs. Commençons par les côtés négatifs. C'est que c'est sur les invasions. Hein. Dès qu'il y a des invasions, ça passe par l'Arménie. Hein. C'est un carrefour des invasions, donc de destruction, etc. Mais le côté positif, c'est aussi justement que du coup, ce pays-là s'est frotté à toutes les grandes civilisations. Et il a su, son histoire de l'Arménie, ça c'est de tirer le meilleur, disons, de tous ses voisins. C'était bon, les Romains byzantins d'un côté, Égyptiens, Iraniens, et ici jusqu'aux Mongols, qui sont passés en Arménie. Donc voilà, les deux côtés, c'est ça l'histoire de l'Arménie. Alors, donc, quand est-ce que ça commence d'abord? Quand est-ce qu'on va commencer? C'est simple, pour faire de l'histoire, on peut faire de l'histoire que quand on a des sources. Et les sources, ça doit être des sources écrites. Alors, comme on le verra, la langue arménienne a été écrite qu'à partir du 5e siècle, après Jésus-Christ, c'est-à-dire très tard. Mais avant, il y avait les sources des voisins. Et ça a commencé par les inscriptions lapidaires sur pierre. Grosso modo, c'est à partir du moins 8e siècle. 8e siècle avant Jésus-Christ, qu'on a des inscriptions. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'Arménie avant. Le problème, c'est qu'on en connaît très peu. Il y a certains historiens qui parlent effectivement d'un pays sur le même territoire, certains dont d'États, il y a un État qui s'appelait Nairi, un État qui s'appelait Hayasa. Le Hayasa, c'est assez intéressant parce qu'en arménien, l'Arménie, ça se dit Hayastan, les Arméniens, c'est Hay. Donc, mais tout ça, c'est des théories. Il n'y a rien de vraiment concret. Ce sont des théories. Alors, tout d'abord, alors pourquoi ça s'appelle Grande Arménie? C'est pas par mégalomanie que ça s'appelle Grande Arménie. C'est comme ça parce que ça a été en fait la source de ça. Oui, si vous allez-y. Voilà, c'est le grand géographe grec Ptolémée du IIe siècle après Jésus-Christ qui a écrit une géographie qui fait autorité. Et cette carte est dressée d'après sa géographie. Et voilà, c'est lui qui dit, voilà, en grec, Arménia mégalée. C'est-à-dire la Grande Arménie. Hein? Donc ça, c'est pas, je précise, c'est pas ptoléméen, c'est Ptolémée. Hein? C'est un grec. Donc, voilà. Et dans une autre de ces cartes, ici, à l'ouest, ça c'est l'Euphrate, et à l'ouest de l'Euphrate, eh bien, il dit c'est l'Arménie mineure. Il y a les deux termes. Oui. Alors, voilà un exemple. Ça, c'est un qui se trouve au musée d'histoire d'Arménie, absolument extraordinaire, un gobelet ciselé, magnifique, eh bien, qui date du XXe siècle avant Jésus-Christ. Mais, dans quel contexte, on n'en sait rien. On peut le dater, parce qu'on date le métal, hein, mais on ne sait pas du tout, donc ça a été trouvé en Arménie, hein, c'est pas un des plus anciens, mais c'est un des plus spectaculaires, c'est absolument magnifique. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il y avait effectivement des gens, il y avait une civilisation avant, là, mais on en connaît très peu. Oui. Alors, d'abord, pour tout peuple, quand on n'a pas de source, qu'est-ce qu'on a? On a des légendes, des traditions. Alors là, la légende, ici, de tradition, c'est le héros éponyme de l'Arménie qui s'appelle Haïg. Hein, l'arménien, ça dit Haïg. Alors ça, c'est une légende qui consiste, alors que Haïg était donc vivant en Mésopotamie, hein, qui était un État. Le roi s'appelait Bel, hein, B-E-L, et à un moment, Haïg s'est révolté contre Bel, et comme il était menacé et tout, il s'est enfui vers le nord, en emmenant avec lui tous ses partisans. Bel l'a poursuivi,
et il y a eu un combat, et dans un combat, voilà, Haig a tué Bel. Et du coup, il s'est installé là, avec le peuple qui l'avait suivi. Bon, voilà, là c'est la légende. Hein. C'est le combat de Haig et Bel. Et qu'est-ce que vous voyez évidemment au fond là? Bah, c'est le fameux mont Ararat avec l'arche. Voilà. Bon, ça c'est un dessin bien entendu, illustrant le combat de Haig contre Bel. Oui. Alors, à partir d'où on a des sources, donc comme je vous dis, à partir du, grosso modo, 8e siècle. Alors là, on a des sources, c'est un État qui s'appelait l'Urartu. Voilà, donc voilà une carte, vous voyez, en 721, avant Jésus-Christ. L'Urartu avec sa capitale, ici, qui est la ville actuelle de Van, et qui s'appelait à l'époque, alors elle avait plusieurs noms successifs, Naéli, mais le nom le plus connu qu'il y a sur les inscriptions, c'est ça, touche pas. C'est le nom qu'on trouve sur les inscriptions. Alors on a deux catégories d'inscriptions pour l'Urartu, des inscriptions en langue ouartéenne, qui avait une langue, mais surtout des inscriptions assyriennes, du voisin. Alors, évidemment, à cette époque, comme d'ailleurs même jusqu'à maintenant c'est souvent le cas, voisin c'était pratiquement synonyme de ennemi. Hein. Bon, donc là, toute l'histoire, ça a été de l'Urartu, ça a été une lutte constante contre son puissant voisin méridional, la Syrie. Et alors là, on est assez documenté parce que ce sont ces inscriptions, comme on verra, sont dans ce qu'on appelle l'écriture cunéiforme, mais on sait les déchiffrer. Hein. On a réussi, grâce à plusieurs inscriptions multilingues, en comparant avec des inscriptions cunéiformes, avec des inscriptions dont le même texte étant écrit en plusieurs langues, dont le grec, ça a permis de déchiffrer l'écriture cunéiforme. Donc on a publié des gros corpus entiers des inscriptions assyriennes et des inscriptions ouartéennes. Alors, une première question, donc, vous voyez le mont Ararat qui est là, et voilà l'Urartu. Alors, d'où viennent d'où vient ce peuple? On n'en sait pas vraiment. On sait qu'il était là au moins au 8e siècle avant Jésus-Christ, mais peut-être bien avant. Mais on n'en sait pas, puisqu'il n'y avait pas, on n'a pas de... Vous voyez, comme ce gobelet, par exemple, qu'on a vu, c'est peut-être ouartéen, mais on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Oui. Alors, ça c'est un extrait de la Bible, dans la Genèse. Et il dit donc que c'est les eaux baissèrent au bout de 150 jours, et au 7e mois, au 17e jour du mois, l'arche s'arrêta, alors attention, c'est ça qui est très important, sur les monts d'Ararat. Alors qu'il y a une traduction mauvaise de l'araméen qui dit s'arrêta sur le mont Ararat. Et non. L'Ararat, là dans la Bible, c'est pas une montagne. Qu'est-ce que ça veut dire l'Ararat? C'est l'Urartu, c'est le même mot. C'est le même mot. Puisque les langues sémitiques n'ont pas de voyelles. Donc, Urartu, Ararat, c'est le même mot. Hein, autrement dit, cet état de l'Urartu est cité explicitement dans la Bible. Hein. Là, si vous dites, il y a beaucoup de traductions plus anciennes qui disent s'arrêta sur le mont Ararat, et évidemment, c'est très spectaculaire, c'est ce qu'on admet. Bon, ça fait partie des légendes aussi, ça. Hein. Tout à fait. Ben, y a même eu des expéditions qui recherchaient des restes de l'arche hein, sur le mont Ararat. Ben, et pour ceux qui l'ont vu, qui sont d'Arménie ou malheureusement de Turquie, c'est vrai que c'est tellement spectaculaire qu'on se dit c'est forcément là qu'il s'est arrêté. Spectaculaire parce qu'il culmine à plus de 5000 mètres sur une plaine de 1000 mètres. Quoi. Mais voilà, là ça c'est la bonne traduction de la Bible, c'est sur les monts de l'Urartu. Sur les montagnes de l'Urartu. Oui. Alors, qui c'est ça? Ça, c'est la plus célèbre reine d'Assyrie, qui s'appelait Sémiramis. Alors, Sémiramis, ça, elle est très documentée sur les... Alors, donc, c'était la reine voisine. Alors, il y a une légende, comme quoi, alors, Sémiramis, qui était la reine de la Syrie, s'était amourachée du roi d'Urartu, qui s'appelait Ara le Beau. Et donc, elle a fait elle est partie en guerre, mais en guerre, non pas pour le vaincre, mais pour le capturer. Donc elle a donné l'ordre à ses soldats, surtout de ne pas le tuer, de le capturer. Mais il y a un soldat assyrien qui ne l'a pas reconnu et qui l'a tué. Et donc voilà, alors Sémiramis a pleuré après sur le cadavre de Ara le Beau. Alors tout ça, c'était des légendes. Hein.
Sauf que, quand on a découvert sur les textes aussi bien assyriens qu'oartéens, qu'à l'époque, c'était au 8e siècle avant Jésus-Christ, hein, il y avait une reine d'Assyrie qui s'appelait Shamaram, hein, et à la même époque, le roi d'Ouartou s'appelait Aramée. Donc il y a un fond. C'est pas un hasard, même si c'est une légende, il y a un fond de vérité. Là-dedans, ces personnages ont existé. Pendant longtemps, on a cru que c'était des personnages purement légendaires, mais ils ont existé. Oui. Alors voilà, ça c'est un tableau qui se trouve à la Galerie nationale d'Arménie, hein, de Valdez Soulenian, c'est un peintre du 19e siècle, et qui montre Sémiramis pleurant le cadavre de Hara le Beau. Sémiramis pleurant le cadavre d'Hara le Beau, oui. Alors, là, on a un texte, justement, qui, tout ça, on connaît par un historien arménien qui s'appelle Moïse de Rollen, dont on ne sait pas exactement quand il a vécu. On le plaçait en général au 5e siècle, maintenant on tend plutôt, après Jésus-Christ, bien sûr, on tend plutôt à le mettre au 7e. Et pourquoi il est très important? Parce que, bon, comme on le verra à la fin, l'Arménie est devenue un État chrétien au 4e siècle. Alors, bon. Donc, autrement, et l'écriture a été inventée un siècle plus tard, l'écriture arménienne. Donc, tous les écrivains arméniens étaient tous chrétiens. Mais en plus des chrétiens récents, c'est-à-dire des chrétiens fanatiques. Ça veut dire quoi, fanatique? Ça veut dire que pour eux, l'Arménie commençait à la christianisation. Avant, c'était les ténèbres. Heureusement, il y a un historien, qui s'appelle Moïse de Rollen, donc, qui, lui, a écrit l'histoire de l'Arménie, mais en allant rechercher avant la christianisation. Un et un seul. Et c'est-à-dire en reprenant toutes les traditions, en les écrivant. Alors, c'était souvent des traditions qu'on a considérées comme légendaires, sauf que, il s'est avéré, comme dans le cas de Sémiramis Hara le Beau, qu'il y avait un fond de vérité. Alors, vous voyez, c'est ce qu'il écrit ici. Après la mort d'Hara, Shamiram construit la ville, l'aqueduc du fleuve et son propre palais. Alors ça, c'est dans la ville de Vannes. Donc cette ville de Vannes, alors d'après Moïse de Rollen, a été construite par la reine Sémiramis, qui sont comme une sorte de compensation pour la perte de Hara le Beau. Alors en particulier ici, traversant de nombreuses régions, elle arrive du côté de l'Est au bord du lac Salé. Le lac Salé, c'est le lac de Vannes. Hein. Sur la rive du lac, elle voit une hauteur, etc. Et il est écrit ici qu'elle a construit donc et elle a construit ici des cours d'eau. Donc la fleuve et les cours d'eau. Or, il y a, alors suivant. Voilà. Or, il y a, ça c'est la forteresse de Vannes, eh bien, il y a effectivement un canal, en contrebas, qui traditionnellement s'appelle le canal de Sémiramis. Hein? Autrement dit, ce que raconte Moïse de Rollen, qu'on a longtemps pris pour des légendes, il a de plus en plus de preuves de vérité. Hein? De plus en plus de preuves de vérité. Oui. Alors voilà, là c'est une miniature, alors donc très, très tardive, du XIIe ou XIIIe siècle, et voilà qui vous montre, alors donc c'est beaucoup plus tard, hein, c'est un roi d'Arménie, c'est un roi d'Arménie qui s'appelait, du dynastie qui s'appelait Bagratide, qui ordonne à Moïse de Rollen d'écrire l'histoire d'Arménie. Donc voilà, ça c'est la miniature, et Moïse de Rollen commence sur son lutrin à écrire l'histoire d'Arménie. Mais c'est une copie très tardive, ça, du XVIe. Pourquoi elle est tardive? Parce que regardez le personnage qu'il a. Il a le turban. Et qui c'est ce personnage? C'est le commanditaire du manuscrit. Parce que ça, c'est des copies, bien sûr. Donc le commanditaire du manuscrit, c'était donc à l'époque de la domination turque. Donc il date à peu près du XVIe siècle, ce manuscrit. Mais il vous montre très bien comment ça se passait. Voilà, le roi qui dit, voilà, tu vas écrire l'histoire d'Arménie. Et Moïse de Rollen l'a écrit. Oui. Alors voilà, alors plusieurs vues, on va voir de la forteresse de Vannes. Voilà, là c'est le lac, et là donc c'est la grande forteresse de Vannes, et certainement réellement construite sur ordre de Sémiramis. On ne peut pas être à 100% sûr, mais il y a quand même des preuves qui s'accordent. Oui. Alors là on a quelques vues, voilà, ça c'est la vue d'en bas de la forteresse de Vannes, c'est l'état actuel, oui. Alors là, il y a aussi des gravures plus ou moins
plus ou moins imaginaire, mais enfin qui montre... C'est une forteresse qui a beaucoup impressionné les voyageurs occidentaux. Beaucoup impressionné les voyageurs occidentaux, ils en font des dessins, vous voyez, comme celui-là, ou le suivant. Voilà, vous voyez, ici encore, vous voyez, parce que c'est un pic et sur le lac, là. Vous voyez? Et voilà, là c'est une carte postale, la vieille ville et le lac. Voilà, la vieille ville et le lac, vue prise de la citadelle. Vous voyez? Alors, là, ça c'est l'un des plus célèbres rois d'Urartu, qui s'appelait Argishti. Argishti, donc au 7e au 8e siècle, après l'épisode de Aramée et Sémiramis. Donc Argishti est resté très célèbre dans les annales, dans tous les annales. Argishti Ier, là c'est une statue de lui qui est à Erevan. Et en particulier, c'était un constructeur. Il a bâti énormément de... Et comment on le sait, vous dites, ben on le sait parce que ça c'est écrit. Maintenant on a les sources là-dessus sur Argishti. Donc il a construit plusieurs villes plusieurs villes qui ont été successivement d'ailleurs des capitales d'Arménie. Oui. Alors ça c'est son mausolée. C'est son mausolée qui se trouve justement dans la forteresse de Van. Le mausolée du roi Argishti. Oui. Alors voilà, ben là, par exemple, voilà deux villes fondées par Argishti. Là, Argishti Rinili, ce qui en urartéen veut dire fondée par Argishti, justement. Et c'est cette ville qui maintenant et qui après a pris le nom d'Armavir, et qui existe maintenant en Arménie. Oui, Armavir a été fondée par Argishti. Et une autre, bah, c'est Eregouni, qui se trouve à côté d'Erevan, et qu'on considère maintenant dans les faubourgs est considéré comme l'ancêtre de la ville de... Ce sont deux villes fondées par Argishti Ier. Oui. Voilà, ça c'est donc Eregouni. Ça, c'est la ville d'Erevan. Et ça, donc, au sud de la ville, c'est la forteresse d'Eregouni. Alors qu'on a beaucoup fouillé. Et il y a un super musée, d'ailleurs, à Eregouni, qui vous montre toutes les fouilles qu'on a faites. Et donc, ça existe. On a la chance, heureusement, que ce Eregouni se trouve dans l'Arménie actuelle. Oui. Alors, voilà, ça, on a même retrouvé, là, l'inscription qui commémore la fondation de la ville. Elle est datée, hein, elle est datée de moins 782. Précisément. Enfin, c'est pas écrit comme ça, mais disons ça. La date correspond, quand on la transforme avec le calendrier actuel, à moins 782. Voilà, ça c'est donc l'écriture cunéiforme, c'est de l'urartéen. Mais qu'on sait parfaitement déchiffrer. Donc voilà, ça vous donne la date exacte de la fondation de Eregouni. Oui. Alors ça c'est dans le musée, vous voyez, ce sont des fresques d'Eregouni qui sont remarquablement conservées d'ailleurs. Et pourquoi elles ont été remarquablement conservées? Pas parce que la ville était enfouie. Sinon, avec la respiration, tout ça, ça serait... Et les fouilles sont relativement récentes. Et maintenant, on sait comment conserver. Donc, ça ne bougera pas. Ce sont donc ça date à peu près de l'époque de la création, c'est-à-dire à peu près de 700 et quelques, au moins 700 et quelques. Oui. Voilà, on vous a des objets encore, c'est ce qu'on appelle un riton, hein, qu'on a trouvé. Donc, il y a énormément d'objets qui se trouvent au musée d'Eregouni. Une partie sont au musée d'Erevan, d'ailleurs d'histoire, mais la partie essentielle est au musée à Eregouni même. Oui. Alors ça c'est encore en urartéen, ça c'est l'écriture de la fondation de l'autre ville, de Rinili, c'est-à-dire Armavir, à peu près à la même époque. Vous voyez, ce sont des sources extrêmement importantes, ces inscriptions lapidaires, hein, sur pierre. Oui. Alors là, le problème c'est que quand il y a deux puissances qui passent leur temps à se battre entre elles, eh ben, il y en a une troisième qui arrive et puis qui rafle la mise. C'est ce qui s'est passé. L'Urartu et la Syrie, à force de se combattre, ont été détruits tous les deux à peu près au même moment, au moins 5e siècle, par une puissance une nouvelle puissance qui avait surgi à l'époque, qu'on appelle les Mèdes, en Iran. Les Mèdes ont mis fin à la fois à l'Urartu et au royaume d'Assyrie. Et ensuite, les Mèdes eux-mêmes ont été vaincus par un autre peuple aussi d'Iran, et ce sont les Perses. Alors là, surtout, le grand roi Darius
il a conquis toute la région. L'Empire perse, à Darius Ier, vous voyez, en moins 486, tout ça, c'est là, voilà. Et donc, qu'est-ce que est devenu l'Arménie? Alors, il a divisé, son empire a été divisé en ce qu'on appelle des satrapies, des provinces qui s'appelaient les satrapies, et l'Arménie, en fait, la Grande Arménie c'est parti de deux satrapies. La satrapie, la 13e et la 18e satrapie. On a la liste, là, alors, pourquoi? Là, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, il y a une autre catégorie de sources, là, qui s'ajoute aux sources des inscriptions lapidaires, eh bien, c'est l'historiographie grecque. En particulier, le plus célèbre des historiens grecs s'appelle Hérodote, qui était à cette époque-là. Hérodote a donné la liste de toutes les satrapies de l'Empire perse, de Darius. Donc, on les connaît très bien. Et ce qui est très intéressant, c'est que la liste de Hérodote coïncide avec les noms des satrapies qu'on trouve sur les inscriptions, ou artéennes. Donc voilà, et avec ça, on peut à peu près, pas exactement, mais enfin à peu près, faire des frontières des satrapies. Donc ça, c'était le grand roi Darius Ier. Oui. Alors, Darius Ier, avec ça, c'est une de ses capitales, ça s'appelait Persépolis. Et à Persépolis, il y a comme ça des fresques gravées, ça c'est très long, c'est la liste de tous les rois vassaux du grand roi, qui viennent lui apporter des présents pour confirmer leur soumission. Et ça, ce sont les Arméniens ici. Donc ils viennent, donc il y avait encore, ils sont un roi, mais il n'y avait pas de royaume, c'était plutôt c'était même pas un satrape, c'était un descendant des rois, si vous voulez. Mais qui était donc voilà, donc c'est une fresque qui est extrêmement longue, et là, c'est cette partie-là, ce sont les Arméniens qui viennent apporter les cadeaux et leurs tribus au grand roi. Oui. Alors ça, c'est toujours en Perse, alors ça, c'est une ville qui s'appelle Béistoun, en Perse, où là, alors là, ici, vous avez le roi Darius. Là, ce sont autour ces rois vassaux. Mais, surtout, ce qui est très important, donc cette inscription date de moins 520, à peu près, 520 ou 22 avant Jésus-Christ. Et donc, il y a les rois. Mais surtout, il y a une inscription, et une inscription trilingue, en 3 langues, cunéiformes. Il n'y a pas de grec, là, 3 langues cunéiformes. Et alors, ce qui est très important, c'est que dans une de ces inscriptions, alors le royaume vassal s'appelle l'Urartu, c'est-à-dire le Wartu, mais dans 2 autres, ça s'appelle Arménie. C'est la première mention du mot Arménie, qu'on connaisse. Donc à peu près en 520 avant Jésus-Christ. Ça, c'est très. Elle a une importance énorme, cette inscription, parce que c'est elle qui a permis de déchiffrer l'écriture cunéiforme. Mais moi je l'ai vue, c'est un Anglais Rawlinson qui l'a fait, mais il a dû monter sur des échafaudages et tout, parce qu'elle est très très haute. Très très haute l'inscription. Voilà. C'est écrit, donc dans les 3 langues. Donc voilà. Alors, le problème, c'est qu'est-ce que c'est arménien? Bon, manifestement, ils sont en Urartu, puisque c'est dans les 3 langues parallèles. Hein. Alors là, il y a plusieurs théories. Alors, il y a une théorie qui est fondée sur Hérodote, justement. Hérodote dit que ces Arméniens sont venus d'Europe, plus quasiment de Thrace et de Phrygie, au moment de la chute de l'Urartu. Et ont pris la place, quoi. Ça, c'est la théorie migratoire, disons, d'Hérodote. Mais il y a aussi une théorie qu'on peut appeler la théorie autochtone, et qui est maintenant de plus en plus en vogue, en particulier chez les historiens et les archéologues, c'est qu'en fait, ces Arméniens, c'était un peuple qui existait déjà dans l'Urartu. Et quand l'Urartu est tombé, eh bien, ce sont ces Arméniens qui ont pris le pouvoir. Voilà, 2 théories. On a plutôt tendance à considérer la deuxième. Le problème de la première, c'est qu'elle a l'autorité d'Hérodote. C'est ça.
Donc on ne sait pas très bien, est-ce que c'est des immigrés ou est-ce que c'est des autochtones finalement. En tout cas, c'est un fait que à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, les Arméniens sont là et le territoire s'appelle effectivement, a pris le nom de Arménie. Oui. Alors, là c'est donc le fameux écrivain, un autre écrivain grec, Xénophon, qui est très utile. Pourquoi? Alors, à cette époque, donc c'est à peu près en moins 400, il y a une lutte pour le pouvoir parmi les Perses. Il y a eu deux descendants, l'un qui s'appelait Cyrus le Jeune, hein, qui a voulu prendre le pouvoir, et Xénophon, et pour reprendre le pouvoir, il a engagé des mercenaires grecs, dont Xénophon. Mais il a été vaincu, Cyrus le Jeune, il a même été tué, et à ce moment-là, les Grecs n'avaient plus aucune raison de rester là, et donc ils sont repartis. Et alors, c'est ce qu'on appelle la retraite des 10 000. Et alors, pourquoi c'est important, la suivante? Voilà. Vous voyez, c'est ici la bataille, Cunaxa, c'est là que Cyrus le Jeune a été tué, et Xénophon et les 10 000 sont remontés jusqu'à Trébizonde pour repartir en Grèce. Et là, si vous regardez la route, ils sont passés par l'Arménie. Et Xénophon a écrit, ça s'appelle l'Anabase, hein, cette retraite, et c'est extraordinaire comme source, parce que là, du coup, il décrit l'Arménie. Hein, il décrit l'Arménie. En particulier, juste un exemple assez intéressant, il a découvert là une boisson fermentée à partir d'orge qui était totalement inconnue. C'est évidemment la bière. Hein, c'est évidemment la bière. Hein. Donc c'est la première mention dans l'histoire, disons, de la bière. Ça ne veut pas dire que c'est les Arméniens qui ont inventé la bière, mais en tout cas, c'est la première mention. Et il y a comme ça beaucoup de... Alors, il parle aussi d'un roi, ici, mais d'un roi toujours tributaire du roi perse. Et il donne les noms, il y a plusieurs pages comme ça sur l'Arménie qui sont fondamentales, parce que c'est une description des visus, hein, directement. Oui. Alors, tout va changer bientôt de nouveau. Pourquoi? Avec l'apparition d'un Alexandre le Grand. Alors là, tout le monde va changer avec l'apparition d'Alexandre le Grand. Parce que Alexandre le Grand, donc, c'est un Macédonien qui a pris le pouvoir en Grèce et qui est parti, disons les choses, à la conquête du monde. Quoi. Il est allé jusqu'en Inde. Hein, et donc il a fait dans tous ces... Et surtout, il a mis fin au royaume perse. Oui. Alors voilà, ça au musée de Naples, c'est une fresque de Pompéi, ça. Qui se trouve au musée de Naples et qui représente une bataille. Il y a eu 3 batailles, on va voir sur la carte, entre l'armée d'Alexandre et l'armée perse. La deuxième, c'est la bataille d'Issos, c'est dans le Golfe, en Cilicie, dans le Golfe au nord-est de la Méditerranée. Quoi, Et là, vous voyez, c'est Alexandre le Grand qui est là, hein, et là, c'est Darius, effrayé, qui prend la fuite. C'est une superbe mosaïque, et on a la chance, regardez, qu'Alexandre a été conservé, hein. Tout ça a disparu, mais lui, il a été conservé. Oui. Alors là, c'est en arménien. Alexandre est devenu une figure mythique aussi chez les Arméniens. Et il y a un texte en arménien qui s'appelle le roman d'Alexandre, qui raconte l'épopée d'Alexandre le Grand. C'est un texte en arménien. Un texte arménien dont on a plusieurs copies manuscrites. La plus belle, c'est celle-ci, elle est conservée à Venise, chez les mékitaristes. Et là, vous voyez, l'armée a toujours Alexandre et ses soldats. Il y a une illustration comme ça par page. C'est un manuscrit extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas les images qui remplissent les blancs du texte, c'est le contraire. C'est ce que j'appelle une BD, quoi. C'est-à-dire, il y a d'abord l'artiste qui a dessiné les miniatures, et ensuite le copiste qui a rempli les blancs. Donc il y en a à peu près une dizaine de copies manuscrites dans le monde, et celle-ci, à mon avis, est la plus belle, mais elles sont toutes assez... Alexandre le Grand était donc alors pourquoi
Pourquoi sur Alexandre ici, première bataille, le Granique, en moins 334, où il a vaincu l'armée perse. Il a continué, là, il est passé là, il a continué après jusqu'en Égypte, mais sur le passage ici, deuxième bataille, Issos, moins 333, et deuxième victoire d'Alexandre sur les Perses. Bon, il a continué jusqu'en Égypte, il est revenu, et puis là, il est allé comme ça jusqu'en Inde. Et ce qui est intéressant sur la carte, c'est qu'en fait, il n'est pas passé en Arménie. Donc il n'a pas soumis l'Arménie. Donc pour les Arméniens, c'était tout bénéfice. Parce que du coup, le dominateur perse a disparu, mais il n'a pas été remplacé par le nouveau. Et ça a permis, alors là, ça a permis l'émergence donc d'un royaume qui cette fois-ci ne s'appelle plus. Donc c'est le premier royaume depuis la chute de l'Urartu. Mais cette fois-ci, il s'appelle Arménie. Donc c'est un peu grâce à Alexandre le Grand, indirectement. C'est un peu, à mon avis, c'est l'une des raisons pour laquelle il est resté tellement populaire en Arménie. Il n'est pas passé du tout donc en Arménie. Alors, un royaume a été créé en Arménie, et avait comme capitale, justement, le Armavir, l'ancienne Argishtirinili. Donc il y a quand même un héritage de l'Urartu, vous voyez. Alors la dynastie s'appelle les Orontides, les Orontides, et parce que il y a plusieurs rois qui avaient qui portaient le nom de Oronte. Donc c'est une dynastie qui cette fois-ci s'est érigée, mais royauté indépendante, pas royauté vassale comme sous l'Empire perse. Oui. Alors ça, ce sont les fameux monuments du Nemrut Dar. C'est au centre de l'Asie mineure. C'est un roi Antiochos de Commagène, un roi hellénistique, qui a complètement mégalo, et qui a fait un mausolée à sa mémoire au sommet d'une montagne, avec ces énormes sculptures, et au-delà de ces sculptures, des inscriptions. Et l'une de ces inscriptions comporte les généalogies des royaumes voisins. Et l'une comporte la généalogie des rois d'Arménie, des Orontides. Donc c'est vraiment, là encore, une preuve absolue. On a la généalogie dans les inscriptions du Nemrut Dar. Oui. Donc voilà, ça c'est ce qui reste actuellement. On fait des fouilles de Armavir. Donc c'est en Arménie, comme vous avez vu, c'est pas loin d'Erevan. Oui. Alors ça c'est une autre. Alors il y avait aussi une autre capitale. Ça c'est le fleuve Arax. Et ça donc c'est le côté arménien. C'est une autre capitale qui s'appelle Ervan Tachat, fondée par justement les Orontides. Toujours dans cette région, là aussi, donc on fait pas mal de fouilles. Oui. Voilà, vous voyez les capitales, voilà. Armavir, du 4e au 3e siècle avant Jésus-Christ. La première capitale des Orontides. Les premières capitales après la recréation du royaume. Ensuite, deuxième capitale, Ervan Tachat, de 210 à 180. Ervan Tachat, pourquoi? Parce qu'en fait, le Oronte, c'est en français on dit Oronte, c'est le mot grec en fait. Mais ils avaient aussi un nom arménien, c'était Yelvant. C'est pour ça que la capitale s'appelle Ervan Tachat. C'est Yelvant en arménien et Oronte en grec. En français, on a adopté le mot grec, c'est logique. Mais bon voilà, donc Ervan Tachat. Et après, alors là, on va voir maintenant une troisième, alors Artaxata, qui était donc toujours en Arménie, et qui, elle, est devenue capitale en 180. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce changement d'Ervan Tachat à Artaxata? Parce qu'il y a eu un changement de dynastie. La dynastie Orontide a succédé la dynastie des Artaxiades. Et en arménien, Artaxerxes. Et donc qui ont fondé leur capitale. Oui. Donc voilà, vous voyez, voilà, Artaxerxes, Ashralagal, Artaxerxes, le conquérant. Artaxerxes le Grand, on l'appelle souvent. C'est lui qui a fondé une nouvelle dynastie, en 180 avant Jésus-Christ. Oui. Alors voilà,
Mais voilà, donc vous voyez, en 160 avant Jésus-Christ, voilà le royaume d'Arménie. Et ici, donc Artaxata, la nouvelle capitale, la capitale des Artaxiades. En arménien, c'est Artachad. La ville existe toujours, d'ailleurs. La ville existe toujours, Artachad. C'est pas loin d'Yerevan, vous voyez. Là, on va faire une petite parenthèse actuelle, parce que ça, c'est très important. Qu'est-ce que c'est que ce royaume d'Atropatène? Eh bien, Atropatès, c'était un général perse qui s'était mis au service d'Alexandre le Grand. Et quand Alexandre le Grand, on l'a vu sur la carte, est passé en Iran, au sud de l'Arménie, eh bien lui est resté là et il a fondé un royaume, auquel il a donné son nom, Atropatès, royaume d'Atropatène. Et ce royaume d'Atropatène a vécu très longtemps. Après, cette région est tombée aux mains des Arabes, puis aux mains des Perses. Et le nom Atropatène a été arabisé et iranisé. Et comment est-ce qu'il est vu? C'est le nom Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, ça vient de l'Atropatène. D'ailleurs, en arménien, ça s'appelle Adol-Badagan. Mais, et c'est ça qui est très important, donc là on a beaucoup de siècles plus tard, mais c'est important parce que bon, c'est un problème brûlant à l'heure actuelle. Toute cette région donc, qui s'appelait Atropatène, ou ensuite Azerbaïdjan en arabe et Azerbaïdjan en perse et en turc, et bien c'est toujours trouvé au sud de l'Araxe. Toujours. Toutes les cartes jusqu'en 1918 va être au sud de l'Araxe. C'est en 1918, là, donc oui, on est beaucoup plus tard, quand se sont créés ces trois États transcaucasiens, Géorgie et Arménie, eh bien, la partie qui était là les populations s'appelaient les Tatars du Caucase. Donc le lieu aurait dû s'appeler le Tataristan. Mais ils l'ont appelé Azerbaïdjan. Et c'est ça qui est très important, là j'ai trouvé récemment un document persan, à l'époque, la monarchie persane a protesté auprès de la Société des Nations, en disant que c'était une usurpation. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Le vrai Azerbaïdjan, il est là, au sud. Et ça, c'est un Azerbaïdjan bidon. Et là, la protestation de la monarchie iranienne, à l'époque d'une monarchie, est parfaitement claire. Bon, revenons en arrière, là. Oui. Alors voilà, ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'emplacement d'Artaxata. C'est le fameux Kholvilab. Kholvilab, eh c'est là. Artaxata, c'est là. C'est là. C'est les Kholvilab, donc c'est ce monastère assez tardif du XVIIIe siècle où on vous montre le puits dans lequel le roi, au début du IVe siècle, le roi Tiridate a jeté Grégoire l'Illuminateur. Il est resté 15 ans dans ce trou, puis après, bon, etc., etc. De toute façon, on y reviendra à la fin tout à l'heure. Mais c'est pour dire que voilà, le Artaxata, c'était cette... Et ça, ce sont ces collines sur lesquelles on a fait des fouilles de Artaxata. Ou à Ardashad. Oui. Alors, le plus célèbre roi de la dynastie artaxiale, c'est le fameux Tigrane le Grand. Tigrane le Grand, et sa statue, vous voyez, Tigrane Metz, en arménien, c'est Tigrane le Grand. Alors, Tigrane le Grand, lui, alors, a profité de circonstances politiques exceptionnelles. D'un côté, c'est le moment où Rome commençait à passer en Asie. Et c'est la période aussi où, en Iran, une nouvelle dynastie a pris le pouvoir, qu'on appelle les Parthes. Et entre Rome, qui n'était pas encore arrivé à l'Euphrate, et les Parthes qui commençaient à naître, il y avait un vide que Tigrane s'est empressé de combler. Et il a conquis un énorme territoire. Oui. Alors, Tigrane, voilà, c'est ce que c'est, et toujours, il était un peu mégalo, il faut dire ce qu'il est, il se promenait toujours avec, derrière lui, 4 rois qu'il avait vaincus. Pour montrer, voilà, c'est son trophée. Hein, vous voyez, donc Tigrane le Grand, il fait suivre par les 4 rois qu'il a fait prisonnier. Vous voyez. Voilà son royaume. Vous voyez. Absolument énorme. Il a conquis, donc, à partir de là, vous voyez, la République romaine commençait son entrée en Asie, le royaume parthe commençait son expansion,
Ben, il a rempli tout ça, il a conquis tout ça, qui était ni aux Romains, ni aux Parthes. Et donc il est arrivé jusqu'à... Alors, et en particulier, on le sait très bien parce qu'il a frappé des monnaies à Antioche, il a frappé des monnaies à Damas, il a frappé des monnaies à Nisibide ici, à Artaxata, et, alors le problème c'est lui aussi a fondé une capitale, qui s'appelle Ticranagelt, en latin Tigranocerte, ça veut dire Gelt, ça veut dire construire, hein, construite par Tigrane. Alors, le problème, c'est que vous voyez, j'ai mis un point d'interrogation, on ne sait pas exactement où elle se trouve. On sait à peu près. Alors, les Arméniens, il y a ici une ville qui s'appelle Amida, que les Arméniens appellent Diklanagest. Mais c'est pas Amida. Mais c'est pas loin. On sait à peu près que c'est là. Alors, évidemment, comment on peut le savoir? On pourrait très bien le vérifier si on pouvait faire des fouilles. Ah oui, le problème, c'est que ça, c'est en Turquie. Et les Turcs n'ont aucune envie qu'on fasse ressortir la plus prestigieuse capitale arménienne. Donc on ne fait pas de fouilles, on ne peut pas faire de fouilles. Mais sinon, c'est certain qu'il doit y avoir des trésors là sur le site. Et puis on sait à peu près, quoi. Il y a grosso modo deux hypothèses, mais dans la même région. Mais on ne peut pas faire de fouilles. Donc voilà Tigranocerte. Cela dit, alors on sait, comment on connaît l'histoire de Tigrane? Puisqu'il n'y avait pas d'Arméniens à l'époque. Il n'y a plus d'Orartéens, et il n'y a pas encore d'Arméniens écrits. Alors on connaît toute l'histoire de Tigrane, comme toute l'histoire de l'Arménie, jusqu'au 5e siècle. On la connaît que par les sources étrangères. Et comme je vous ai dit au début, les sources étrangères, les voisins, c'est donc les sources ennemies. Et donc il faut faire la part des choses. Hein? Donc Tigrane, l'histoire de Tigrane en particulier, est connue seulement par les sources gréco-latines. Gréco-romaines, c'est-à-dire par l'ennemi. Alors qui présente Tigrane comme un monarque prétentieux, sûr de lui, enfin en termes entièrement négatifs. La seule source arménienne, mais très tardive, qui en parle, c'est, comme toujours, Moïse de Cholène, qui le présente de manière tout à fait différente. Bon, enfin, ça, on saura. Enfin, en tout cas, le fait est là, qu'il a conquis tout ce royaume. Alors, les sources latines, surtout, précisent en fait qu'il a fondé plusieurs villes du nom de Tigranocerte. Pas seulement sa capitale, mais plusieurs. Et il y en a une, ici, qu'on a retrouvée récemment. Pourquoi récemment? Parce qu'elle se trouve dans les territoires que les Arméniens ont conquis sur l'Azerbaïdjan. Et donc là, on a fait des fouilles. Là, on a pu faire des fouilles. Et on a découvert, effectivement, la Diklanagest, une des Diklanagest arméniennes. Les fouilles continuent d'ailleurs. Hein, c'est donc maintenant, on peut y aller. Hein. Moi, je suis allé, il y a un très beau musée avec tout ce qu'on a trouvé comme dans les fouilles. Oui. Voilà, elle est là. C'est sur ce flanc de montagne. Donc on peut appeler ça, si vous voulez, la Diklanagelt d'Artsakh. Bon. Oui. Alors voilà une monnaie de Tigrane le Grand. Alors, on a beaucoup de monnaies en argent de Tigrane le Grand qui sont frappées dans ces différentes villes que je vous ai citées tout à l'heure. Celle-ci, c'est une monnaie frappée à Antioche. Alors comment on le sait? Alors, la suivante. Voilà, parce qu'au revers, eh bien, évidemment, la légende est en grec, puisqu'il n'y avait pas d'arménien. Et la légende est en grec, et elle est là, c'est écrit ici, alors, Basileus, c'est-à-dire le roi, Basileou, le roi des rois, Tigrane. Tigrane, le roi des rois. C'est-à-dire, il s'est approprié le terme de... C'est pour ça qu'il avait ces 4 rois toujours autour de lui. Le roi des rois. Or, d'où vient ce terme de roi des rois? C'était le nom des rois perses. Des rois perses achéménides. Donc il se l'est approprié. Tigrane, le roi des rois. Et ici vous avez ici une déesse, et là, c'est le fleuve Oronte qui passe. L'Oronte, c'est le fleuve qui passe à Antioche. Donc ça, c'est typiquement les monnaies de Tigrane le Grand frappées à Antioche. Vous avez ici donc le symbole de Antioche. Et vous voyez, Tigrane, donc, le roi des rois. Oui. Alors, le problème, c'est que
Tigrane ne convenait pas du tout à Rome, parce que qu'est-ce que voulait Rome? Rome avait les visées sur la Syrie et l'Égypte. Et si vous avez la carte tout à l'heure, eh ben, les possessions de Tigrane, elles sont sur le chemin. Donc il fallait que Rome vienne à bout de Tigrane. Donc il y a eu une guerre entre donc, Tigrane le Grand et Rome. Guerre, et l'Arménie ne faisait pas le poids face à la machine romaine. Donc Tigrane a été vaincu par Rome. Et alors ici, vous voyez, c'est Tigrane qui vient présenter sa soumission à Pompée, le général romain Pompée. Alors tout ça, on le connaît, c'est des thèmes, mais toujours par les sources latines. Alors qui rapporte, par exemple, c'est intéressant, que à la première fois où les armées romaines sont arrivées, sont approchées de la capitale, Tigrane-Auxerre, eh bien ces sources-là disent que Tigrane, en voyant au loin arriver comme ça l'armée romaine, s'est tourné vers ses généraux et leur a dit: qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils sont trop nombreux pour être des ambassadeurs et trop peu nombreux pour être une armée. Et le problème, c'est que c'était pas n'importe quelle armée, c'était l'armée romaine. Donc, alors, tout ça, c'est décrit dans... Alors, pour vaincre les Romains, il y avait un royaume voisin, au nord, qui s'appelait le royaume du Pont. Le Pont, c'est en bordure de la mer Noire. Le roi du Pont s'appelait Mithridate. Et Tigrane a épousé la fille de Mithridate, pour faire alliance. À l'époque, c'était beaucoup plus simple que maintenant pour faire alliance. Quand deux rois faisaient alliance, l'un des deux épousait une fille de l'autre. Et puis voilà. C'était beaucoup, il n'y avait pas à signer de papier, ni rien. C'était beaucoup plus simple. Donc Tigrane a épousé la... Et du coup, donc Tigrane et Mithridate ont été alliés. Donc ça faisait vraiment une machine extrêmement puissante pour arrêter les Romains. Les Romains, comme toujours, bon, très habilement, se sont d'abord attaqués aux plus faibles, c'est-à-dire au roi du Pont. Mithridate, donc ils ont vaincu l'armée du Pont, et Mithridate s'est réfugié chez son gendre, donc Tigrane. Et toujours par les sources romaines, on connaît ça, Rome a exigé de Tigrane l'extradition de Mithridate. Et Tigrane a refusé. Donc c'est plutôt une qualité, ça, de sa part. Évidemment, le résultat, ça a été que Rome est entré en guerre contre Tigrane. Rome ne pouvait pas accepter qu'on refuse une injonction. Donc, et finalement, donc, Tigrane a été vaincu, mais Rome n'avait que faire d'annexer l'Arménie, ça n'intéressait pas. Tout ce qu'elle voulait, c'est que Tigrane rétrocède ses conquêtes, de manière à pouvoir continuer vers la Syrie et l'Égypte. Autrement dit, le royaume artaxial est devenu comme avant. Hein, comme avant, simplement, il a dû rétrocéder ses conquêtes. Oui. Alors ça, c'est une statue qui se trouve au parc de Versailles, le château de Versailles. Et il n'y a pas de nom. Qui c'est ça? Alors, bon, les Arméniens vont vous dire, si c'est des Arméniens qui vous disent que c'est Tigrane le Grand, vous leur dites, bon, allez, encore des mégalos, ces Arméniens. Mais, la suivante, ben voilà, c'est dans un recueil français des statues de Versailles, voilà, Tigrane. Parc de Versailles, parterre, etc. Numéro 3, Tigrane. Tigrane, roi d'Arménie. Donc effectivement, c'est assez intéressant. La prochaine fois, si vous allez au château de Versailles, cherchez là dans le parc. Il y a la statue de Tigrane le Grand. Mais il n'y a pas son nom. C'est pour dire qu'il était très connu. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Les Métamorphoses de Tigrane, et qui fait l'inventaire de tous les opéras qui ont Tigrane comme sujet. Il y en a des dizaines. Il y en a des dizaines. Et en plus, si on y ajoute les œuvres qui ont pour sujet Mithridate, c'est énorme. Mithridate, d'ailleurs, il y a une tragédie de Racine même, qui s'appelle Mithridate. Donc c'est des sujets qui étaient très connus en Occident. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait eu cette statue. Et l'histoire de Tigrane et de Mithridate était très connue
en Occident. Il y a le Tigrane, par exemple, il y a l'opéra de compositeur italien Scarlatti. Quand même pas n'importe qui. La plupart, c'est des compositeurs qui ont été oubliés depuis. C'est Cyrano-Sian qui a fait la recherche. Ce sont ce qui s'appelle les Métamorphoses de Tigrane. Oui. En 2 volumes, c'est assez intéressant. Oui. Alors voilà. Donc vous voyez, on est là en 79, donc après Jésus-Christ, c'est toujours les Artaxiades au pouvoir, mais le royaume d'Arménie, ben voilà, il a perdu toutes les conquêtes, le Tigrane. Il est redevenu un peu comme avant. Alors, ça c'est au début, on est pas là le 1579, mais c'est au début du 1er siècle que ça s'est passé. À ce moment-là, alors les 2 grands autour, les Parthes et les Romains, passaient leur temps à guerroyer l'un contre l'autre. C'était les 2 grandes puissances. L'Arménie était au milieu. Il était entre les 2. Alors, qu'est-ce qui se passait? De temps en temps, les Parthes mettaient sur le trône d'Arménie quelqu'un de leur famille. Les Romains, du coup, attaquaient, le remplaçaient par un protégé romain, et ainsi de suite. Au bout d'un certain temps, ils en ont eu marre de ce jeu, et ici, à la ville de Randeia, ici, en 62, ils ont fait un compromis. Les Parthes et les Romains se sont assis face à face, ils ont fait un compromis, et ils ont décidé la chose suivante. On va mettre sur le trône d'Arménie le frère du roi Parthe. Mais, il faudra qu'il fasse le voyage pour venir à Rome être couronné par Néron. Vous voyez le compromis. Il est Parthe de famille, mais vassal de Rome. Et c'est comme ça que c'est passé, et ça, ce roi s'appelait Tiridate. C'est le premier roi du nom de Tiridate, Dojtad en arménien. Et donc il a conservé la capitale Artaxata, mais, regardez, il l'a rebaptisé Néronia, justement. Puisqu'il était vassal de Néron. Alors ce voyage de Tiridate à Rome est décrit de manière avec beaucoup de détails par l'historiographie latine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'ajoute à la fin, les seuls qui n'étaient pas contents là-dedans, c'était les Romains, parce que ça a coûté très cher. Voilà donc le compromis de Randeia, et donc le roi Tiridate Ier, donc une nouvelle dynastie. Alors le roi Parthe, dont Tiridate est le frère, s'appelait Arsas. Donc Tiridate était de la famille des Arsacides. En arménien, c'est les Archagouni. Donc c'était une dynastie d'origine familiale Parthe. Tiridate était le frère du roi Parthe. C'est donc... voilà, et ils ont conservé la capitale, donc Artaxata, alias Néronia. Et ça allait être une dynastie royale, les Arsacides, qui vont durer très longtemps, jusqu'à la chute du royaume en 428. C'est-à-dire, vous voyez, de 62 à 428. Les Arsacides vont se succéder, en général de père en fils, sur le trône d'Arménie. Évidemment, le premier était épars, mais ils allaient vite s'arméniser, bien sûr, puisque c'est classique, ça. Oui. Alors, là, on est au 1er siècle, là, vous voyez l'influence grecque, ça c'est à Garni, donc à côté de Yerevan, c'est un temple. Alors, le problème, c'est le seul monument hellénistique qu'on connaisse, c'était même le seul monument hellénistique sur le territoire soviétique à l'époque du RSS. En tout cas, en Arménie, c'est le seul. Or, il a dû y en avoir d'autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au moment de la christianisation, les Arméniens eux-mêmes ont détruit leur passé pré-chrétien. Et seul Garni est resté, parce que Garni faisait partie du domaine royal. Donc il n'a pas été détruit, heureusement. Oui. Alors, il y a eu... Donc, les rois d'Arménie étaient donc vassaux de l'Empire romain, puisque le couronnement a été fait par Néron, mais seulement vassaux. Le royaume était indépendant, sauf pour une période de 3 ans. C'est en 113, l'empereur Trajan a conquis l'Arménie, a annexé l'Arménie. Alors ça, c'est une carte qui se trouve à Rome, sur la voie qui mène au Colisée, où il y a plusieurs cartes comme ça en marbre de l'Empire romain. Et évidemment, ils ont choisi l'année où l'Empire romain était le plus grand en extension.
c'est-à-dire sous Trajan. Et vous voyez, l'Arménie, là, elle est carrément annexée. Cela dit, ça n'a pas duré longtemps, parce que le fils et successeur de Trajan, qui s'appelait Hadrien, lui, a considéré que ça rimait à rien d'aller occuper ces régions lointaines et tout, donc il a rendu l'indépendance à l'Arménie. Donc il y a eu juste 3 ans où l'Arménie a été incluse dans l'Empire romain, sous l'empereur Trajan. Oui. Alors là, on approche petit à petit, le christianisme commençait à se diffuser en Arménie, à partir de la Palestine. Il commençait à se diffuser en Arménie. Alors ça, c'est le fameux martyr arménien Polyeucte. Là aussi, sujet d'une tragédie, de Corneille cette fois-ci, et sujet aussi d'un opéra, Poliuto, de Donizetti, et de plusieurs autres aussi. Bon, là, on est donc au IIIe siècle, donc après Jésus-Christ, bien sûr, au IIIe siècle, et Polyeucte était un Arménien converti qui a refusé d'abjurer. Et donc, il a été martyrisé. Ça, c'est Polyeuctos, c'est en grec, parce que ça, c'est un des plus précieux manuscrits de la bibliothèque apostolique du Vatican, qui s'appelle le Ménologe de Basile II. Et dans lequel il y a plusieurs... un ménologe, c'est un recueil de vie des saints, des martyrs. Et donc, parmi ces martyrs, il y a plusieurs martyrs arméniens, dont Polyeucte. Oui. Alors, là, on approche de 298. À cette époque, le roi d'Arménie, c'était un autre Tiridate. Alors, en général, on l'appelle Tiridate III, mais on ne sait pas très bien combien on a eu entre les deux. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'appelait Tiridate. Bon, il est convenu de l'appeler Tiridate III, mais il n'y a pas de source sûre, quoi. Tiridate, donc, toujours sa capitale. Donc, et il y avait une deuxième capitale à l'époque, une capitale annexe, c'était Varashapat, l'actuelle Etchmiadzin. C'était la deuxième capitale du royaume. Alors, il y a eu, là, toujours l'Empire romain, là, il y a eu un changement. Les Parthes ont été détrônés au IIIe siècle par une autre dynastie qu'on appelle les Sassanides, et qui était beaucoup plus intolérants que les Parthes. Donc beaucoup plus dangereux pour l'Arménie. Beaucoup plus dangereux pour l'Arménie. Alors, comme les chrétiens étaient persécutés dans l'Empire romain, et donc des Tiridates, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils étaient vassaux de Rome, les Arsacides, depuis le couronnement de Tiridate Ier. Donc Tiridate III, lui, a poursuivi la politique de romaine, c'est-à-dire de persécution des chrétiens. Tiridate, disons trois, pour conserver la tradition. En particulier, alors, il y a eu un noble parthe qui, à la suite de la prise du pouvoir par les Sassanides, s'est enfui, puisque les Sassanides ont détrôné les Parthes et donc les persécutaient, et il est venu se réfugier en Arménie. Et là, il a prêché le christianisme. Et c'est là, comme je vous disais par Rolvilla, que le roi Tiridate l'a fait jeter dans un cachot, parce qu'il prophétisait le christianisme. D'autres, alors il y a eu deux vierges romaines, qui s'appelaient Lipsimée et Gaiané, à la tête d'une trentaine de vierges romaines, qui sont venues, alors qui étaient persécutées par l'empereur romain. Mais persécutées, pas seulement pour des raisons religieuses, pour des raisons sexuelles aussi. Alors, ils étaient très jolies, surtout Lipsimée. Et alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont enfuies en Arménie. Manque de peau, là, elles ont plu au roi Tiridate, Tiridate III. Donc il leur arrivait la même chose. Et comme elles se refusaient, comme on dit, c'est un terme joli, quoi, comme elles se refusaient au roi Tiridate III, eh bien, elles ont été mises à mort. Donc ça a été des martyrs aussi. Oui. Alors, ça, on est encore à Versailles, là. Château de Versailles. Qui c'est celui-là? Il n'y a pas de nom. Et ben voilà, c'est la suite. Et ben voilà. Tiridate. C'est la statue de Tiridate dans le parc de Versailles.
Donc il y a aussi, et c'est ce Tiridate même où il y avait le martyr de Polyeucte, et bien là c'est le martyr de Lipsimée et Gaïané, les deux vierges romaines. Voilà, ici encore, Lipsimée et Gaïané, dans un manuscrit grec. Pourquoi un manuscrit grec? Toujours pareil, il n'y avait pas d'arménien à l'époque. Enfin, il y avait la langue arménienne, il n'y avait pas l'écriture. Oui. Alors ça, c'est beaucoup plus tardif, c'est un manuscrit arménien. Vous voyez, Sul Krikol Lusavolic Hayeu. Saint Grégoire, illuminateur des Arméniens. Ça, c'est un très beau manuscrit, plus tardif, qui est lui qui est en arménien, plus tardif. Oui. Alors ici, toujours dans le ménologe de Basile II, toujours, un troisième, Grégoire, vous voyez, Grégorios. Voilà, Grégoire l'Illuminateur, qui lui aussi donc allait être qui est dans le ménologe de Basile II lui aussi. Oui. Et ça, c'est assez récemment, il y a moins de 10 ans, je crois, une statue qui a été à Saint-Pierre de Rome. Je crois qu'il y a moins de 10 ans, c'est tout récent. Moi, j'avais fait une exposition au Vatican en 99, elle n'y était pas encore. Je crois que ça doit être une dizaine d'années ou pas. Vous voyez, voilà, Sul Krikol Lusavolic, Saint Grégoire, illuminateur de l'Arménie. Ça, c'est dans l'église Saint-Pierre de Rome. Oui. Alors, la persécution, alors Grégoire dans la fosse, les vierges romaines mises à mort, là, Dieu en a eu marre. Hein. On a eu marre, et il a transformé Tiridate en lui donnant une tête de sanglier. Rosakolur, en arménien. Voilà, c'était la punité. Mais en lui disant, tu reviendras à l'apparence humaine si non seulement tu te convertis, mais il t'impose le christianisme à ton peuple. C'est le prix à payer. Voilà. Donc Tiridate avec une tête de sanglier. Oui. Voilà, la même chose. Ça, c'est une sculpture qui se trouve au musée d'histoire d'Arménie. Il y a encore Tiridate avec sa tête de sanglier. Ici. Bon, alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a ordonné d'aller rechercher Grégoire, de le sortir. Et qui, par miracle, après 15 ans dans le cachot, il est encore vivant. Et oui, la foi permet. Hein, Donc, il a sorti du cachot, et du coup, il en a fait un peu son précepteur, et c'est comme ça que Grégoire a imposé. Mais c'est aussi, il faut mettre les points sur les i. Hein. Moi, je refuse l'expression l'Arménie est devenue chrétienne ou les Arméniens ont adopté le christianisme. C'est pas vrai. Le christianisme leur a été imposé. Il n'y a pas un exemple dans l'histoire où un peuple change volontairement de religion. Ça n'existe pas, ça. Donc là, et on a même des éléments, elle a été imposée par le fer et par le sang. Alors, en particulier, tout ce qui était pré-chrétien a été détruit. Dans les monuments et les inscriptions. C'est assez extraordinaire parce qu'il y a énormément d'inscriptions arméniennes à toutes les époques. Les Arméniens écrivaient constamment sur la pierre. Ils n'ont pas fait ça d'un jour à l'autre. C'est qu'il y avait une tradition. Vous me direz, eh ben, oui, mais l'arménien n'était pas écrit. Mais peu importe, ils devaient écrire en grec ou en latin. Et bien tout ça a été détruit. Tout a été détruit. Malheureusement, on peut penser à des analogies à l'époque actuelle. C'est quand même un peuple qui a lui-même détruit son propre passé. Et c'est pour ça, comme je vous l'ai dit au début, les historiens arméniens, tous chrétiens, commencent par à la christianisation. Bon, dont la date, alors souvent on dit 301, d'ailleurs si vous avez vu dans la statue là, de Saint-Pierre, c'est marqué 301. Bon, en fait, on sait que c'est au début du IVe siècle. Mais c'était certainement pas 301, pour une raison très précise, c'est que l'empereur Dioclétien de Rome, c'était l'un des plus grands persécuteurs de chrétiens. Or, il était le suzerain de Tiridate. Donc il est hors de question que Tiridate ait imposé le christianisme tant que Dioclétien était empereur de Rome. Dioclétien a abdiqué en 305. Donc c'est certainement après 305. Bon, maintenant on donne plutôt des dates autour de 310 ou quoi, mais c'est certainement pas la date officielle, disons, de 301. Oui. Alors,
Donc, bon, quoi qu'il en soit, au IVe siècle, le christianisme a été imposé comme religion d'État en Arménie. Au IVe siècle. Donc avant l'Empire romain. L'Empire romain, c'est en 392, je crois. Parce qu'on dit toujours Constantin, mais Constantin en 313, c'est pas une conversion, c'est l'édit de tolérance. C'est-à-dire de ne pas, que les Arméniens, les Romains, qui veulent être chrétiens, ils peuvent, sans être persécutés. C'est un édit de tolérance. Et lui-même, Constantin, s'est fait chrétien. Mais pas le peuple. C'est en 392, beaucoup plus tard, que l'empereur Théodose, lui, a proclamé, dans l'Empire romain, le christianisme comme religion d'État. Donc à peu près 80 ans après l'Arménie. Il a imposé le christianisme comme religion d'État. Bon. Donc tout ça, les Romains comme Arméniens, comme Grecs, tout ça, beaucoup de peuples, donc l'Empire romain était énorme, a été imposé si c'est beaucoup de ces peuples. Alors, après, à la fin du IVe siècle, l'Empire romain s'est scindé en deux, l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Orient, on l'appelle en général l'Empire byzantin. C'était en fait un empire grec. La langue était le grec dans l'Empire romain d'Orient et le latin dans l'Empire romain d'Occident. Donc les Arméniens étaient voisins de l'Empire byzantin qui était énorme et qui menaçait tous les peuples chrétiens périphériques, dont les Arméniens, les Géorgiens, qui étaient chrétiens aussi, mais qui faisaient pas le poids par rapport à Byzance. Et pour ça, pour éviter l'assimilation par l'Empire byzantin, il fallait se démarquer. Et la seule manière de se démarquer, c'était la religion. Donc, en 451, il y a eu le 4e concile œcuménique, il y avait d'abord, donc les Arméniens avaient participé aux 3 premiers, et ils avaient adopté les conclusions des 3 premiers. Et là, tu as Chalcédoine, vous voyez, le concile de Chalcédoine, ça c'est sur la fresque de la Grande Salle Sixtine du Vatican. C'est tenu le 4e concile œcuménique, 451, de Chalcédoine. Alors, il s'agissait de discuter de la nature du Christ. Alors, il a été décidé que, alors, est-ce qu'il était humain, est-ce qu'il était divin ou quoi? Il a été décidé que il avait les deux natures, humaine et divine, confondues. Bon. Les églises orientales, là, le danger byzantin était beaucoup trop pressant, et les églises orientales ont refusé les conclusions du concile. Et, alors, on dit souvent à ce moment-là qu'elles sont restées monophysites, c'est-à-dire ne considérant que la nature divine du Christ. C'est pas vrai. Simplement, ils ont refusé, c'est pas la négative. Ils ont refusé. Si le concile de Chalcédoine avait décidé une nature divine, ils auraient dit c'est une nature humaine. Le tout, c'est de dire le contraire de ce que décide le concile. Donc c'est pas du tout une histoire, j'espère qu'il n'y a pas de religieux arméniens ici, c'est pas du tout une histoire de conviction religieuse. C'est l'histoire de démarquage politique, et qui était indispensable. Et donc à partir de là, alors l'Église s'est séparée, mais elle n'a pas proclamé son indépendance. Ça n'est qu'un siècle plus tard, en 551, où là, officiellement, l'Église arménienne a condamné l'Église romaine, les dogmes de l'Église romaine. Et c'est pour ça que l'année arménienne commence en 551. Toutes les dates arméniennes, pour avoir une date, vous lisez la date arménienne et vous devez ajouter 551. C'est parce que c'est l'année où officiellement le christianisme romain a été renié par les Arméniens. Oui. Alors du coup, ça ne plaisait pas du tout, évidemment, à Rome. Alors, Rome a propagé des légendes, comme quoi, soi-disant, quand Constantin, par exemple là, quand Constantin s'est converti lui-même, eh bien, soi-disant, le roi d'Arménie de l'époque et le catholicos, c'est-à-dire le chef de l'église arménienne, seraient venus à Rome pour le féliciter. En 313. Bon, c'est complètement inventé. Il n'y a absolument aucune source là-dessus. Mais c'est pour soi-disant dire que dès le début, l'église arménienne était soumise à l'église romaine. Oui. Alors là,
là, près de Yerevan, c'est le mausolée des Arsacides. Alors, pourquoi le mausolée? Eh bien, c'est en 428. En 428, les Arsacides ont été renversés par c'est-à-dire, là, ici encore, les deux grands autour, l'Empire byzantin. Voici, c'est plus Rome et les Parthes, c'est Byzance et les Sassanides. Les Parthes ont décidé de se diviser le gâteau. Donc l'armée a été divisée en deux. La partie occidentale intégrée à l'Empire byzantin, et la partie orientale la plus importante intégrée au royaume perse sassanide. Donc c'était la fin de la royauté arménienne sassanide, de l'Arsacide, pardon. Donc et donc ça c'est le mausolée qui contient les restes, bon, vrai ou faux, des rois arsacides d'Arménie. Oui. Alors, ça s'est passé en 428. Un peu avant, au début du 5e siècle, le roi d'Arménie qui s'appelait Vlamchabou et le Catholicos d'Arménie ont tous les deux compris que la fin de la royauté arménienne était proche. Et que l'Arménie, la culture arménienne risquait de disparaître aussi, sauf si la langue arménienne était sauvée par l'écriture. Et ça, c'était une idée absolument géniale, quoi, de sauver l'Arménie. Et donc, ils ont fait venir un moine, Mesrop Mashtots, qui était un des personnages les plus cultivés de l'époque, qui connaissait toutes les langues voisinantes, et en lui ordonnant de créer un alphabet pour l'arménien. Et c'est ça qui a sauvé la culture arménienne. Alors là, on a la date plus précise que pour la christianisation, c'est 405. Parce qu'il y a un disciple de Mesrop Mashtots, qui s'appelle Gorioun, qui a écrit l'histoire de Mesrop Mashtots, sur le vif. Et donc là, on sait, c'est en 405, exactement, que Mesrop Mashtots a remis au roi et aux catholicos son alphabet arménien. Et ça, on dit souvent que c'est la christianisation, le point de départ de l'histoire d'Arménie. Pour moi, c'est l'alphabet. C'est l'alphabet. À partir de là, alors d'ailleurs c'est assez extraordinaire, les Arméniens ont commencé à écrire, donc on est au 5e siècle, et bien le 5e siècle s'appelle l'âge d'or de la littérature arménienne. Et effectivement, on publie en ce moment en Arménie, siècle par siècle, ça s'appelle Madenakil Krayot, une chaîne des historiens, et bien ça commence par le 5e siècle, pour lesquels il faut 2 volumes. Après, c'est un volume. Mais le 5e, il en faut 2, il y en a tellement. Hein, il en faut 2. Donc c'est vraiment c'est-à-dire qu'en fait, ils ont été frustrés pendant des siècles, et ben ils se sont défoulés. Dès qu'il y avait la possibilité d'écrire, allez hop, on y va. Ah, cela dit, moi je reste persuadé qu'il y avait une littérature avant, mais en grec. Mais qu'ils ont détruit. Qui a été détruit, comme tout ce qui était pré-chrétien. Oui. Alors voilà l'alphabet. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est inspiré essentiellement de l'alphabet grec. Regardez, le alpha grec. Ben, si vous coupez au milieu, ben, vous avez à peu près ça. Le bêta, si vous coupez à droite, vous avez ça. Alors pourquoi il les a modifiés? Parce qu'il était dans la partie sassanide de l'Arménie. Et donc il ne fallait pas qu'il passe pour une 5e colonne des Grecs ennemis. Donc il a pris les lettres grecques, mais il les a modifiées toutes. Mais on peut très bien, regardez, epsilon, ben voilà, si on rectifie la partie supérieure, ça donne ça. Mais il se trouve que le grec a 24 lettres. Et il y avait des sons en arménien qui n'existent pas en grec. Comme le tche, le tche, tout ça, ça n'existe pas en grec. Alors il a intercalé, il a gardé l'ordre des lettres grecques, mais il a intercalé des nouveaux sons qui n'existent pas en grec. Et il est arrivé à un alphabet de 36 lettres. De 36 lettres. Et alors, 36, qu'est-ce que c'est? C'est 4 fois 9. Donc ça fait 4 colonnes de 9. Et bien ça permet aussi d'écrire des nombres, puisque ça, c'est les premières colonnes, les 9 unités, deuxième colonne, les 9 dizaines, les 9 centaines et les 9 milliers.
Eh ben, si vous voulez écrire par exemple 1282, eh ben, vous prenez 1282 et vous les mettez côte à côte. Vous les mettez côte à côte. Alors vous me direz, mais ça va jusqu'où ça? Ben, si vous regardez bien, bon, excusez-moi, mais j'ai fait des professeurs de mathématiques pendant 40 ans, alors ça va jusqu'à 9999. Mais alors, par exemple, comment vous écrivez 50 000? Eh ben, c'est facile. Réfléchissez en français. Quelle est la différence entre 24 et 80? 24, c'est 20 plus 4. 80, c'est 4 fois 20. Et pourquoi dans l'un on ajoute, dans l'autre on multiplie? Eh ben, parce que dans l'un, le plus grand est avant le plus petit, et dans le deuxième cas, le plus petit est avant le plus grand. Et la règle, c'est ça. Si vous voulez écrire 50 000, pas de problème. Vous prenez 50 et vous mettez 1000 à côté. Comme le plus petit est avant le plus grand, vous multipliez. Et donc ça permet d'adhérer tout. Alors, il y a eu historiquement, successivement, 3 sortes d'écriture arménienne. Alors là, sur cette page de manuscrit, il y a 2 des 3. Là, vous avez ce qu'on appelle le Yelgat Akil, c'est-à-dire l'écriture de fer, si vous voulez. C'est très droit. C'est un peu l'écriture script, si vous voulez, un peu, semble là. C'est le Yelgat Akil. Mais le Yelgat Akil, ça prend beaucoup de place. Or, le parchemin, qu'est-ce que c'est? C'est de la peau, ça coûte très cher. C'est pas du papier, hein, encore. Le papier est venu en Arménie qu'au Xe siècle. Donc ça coûte très cher, donc il faut gagner de la place. Donc, on a inventé la deuxième écriture, qui est la plus connue, qui s'appelle le Pololkil. Le Pololkil, c'est un peu l'écriture italique, si vous voulez. Vous voyez, c'est beaucoup plus... Cette page-là, et là, bon, c'est bientôt fini, hein, mais, cette page-là, c'est à la fin du manuscrit, un texte écrit par le copiste qui s'appelle le colophon. Colophon, c'est un mot grec qui veut dire la fin. En arménien, on dit Jishagagaran, qui veut dire en fait le mémorial. C'est quoi ce mémorial? Eh bien, le scribe écrit à la fin. Ça commence par yes, moi. Alors, il donne son nom, et après, il raconte où il a écrit, à quelle époque, et qu'est-ce qui se passait à cette époque. Et ça, c'est des sources historiques de première main. C'est du vrai journalisme. Et ça, c'est très spécifique à la culture arménienne. Et c'est incomparable comme outil pour faire l'histoire. Parce que c'est vraiment j'ai écrit ça, par exemple, sous la royauté d'un tel, d'Arménie d'un tel, sous le catholicos d'un tel. Ensuite, alors qu'à Rome régnait un tel, que l'armée romaine était arrivée jusqu'à tel endroit, mais que de l'autre côté, les Perses attaquaient. Enfin voilà, tout est expliqué dans le colophon. Et là, il y a la date. Alors là où elle est la date, ben elle est là. Tcha, Liun, Kim. Reviens à la précédente. Voilà. Tcha, c'est là, 700. Lune, 30. Kim, 3. 733. Mais attention, il faut ajouter 551. Et vous avez 1384. Vous avez la date du manuscrit. Oui. Suivant, là. Voilà, donc vous avez la date. Alors, ça, maintenant, c'est la troisième écriture. Là, c'est étonnant, ce manuscrit, parce que le copiste, ça, c'est écrit en Pololki, là, la deuxième. Et puis, à la fin, il en a eu marre, il a voulu changer. Et ça, c'est la troisième écriture, qu'on appelle le Notolkil. C'est la troisième écriture. Donc il y a les 3 écritures. Le Yelgatakil qu'on a vu tout à l'heure, le Pololkil et le Notolkil. Ces trois, bon, pour moi, la plus belle, c'est celle-là, incontestablement. Enfin bon, voilà, il y a en tout cas 3 écrits. Mais ça, c'est rarissime que le copiste passe de l'une à l'autre. Hein. Oui. Bon, alors là, je termine par quelques exemples. Alors, les lettres, j'avais fait une exposition à Marseille en 2007 qui s'appelait Arménie, la magie de l'écrit. L'écrit était quelque chose qui est fondamental dans l'esprit arménien. L'écriture, c'est pas seulement pour faire connaître, c'est aussi pour orner. Regardez ici par exemple ça, bon, c'est le début de l'évangile selon Matthieu.
dans ce manuscrit, et regardez, c'est des lettres, c'est des oiseaux. Ça s'appelle des lettres ornithomorphes. Et avec toujours une lettrine, une initiale. C'est une lettre aussi, ça, c'est un kim. Vous voyez, ça, là et là. Hein, c'est un kim, c'est kilk, ke, ini, el, ke. Kim, ini, el, ke. Kilk, zelentian. Livre de la naissance, c'est le début de l'évangile selon Matthieu. Mais donc en lettres ornithomorphes. La suivante. Voilà. Ça, c'est des personnages. C'est des lettres anthropomorphes. C'est des lettres anthropomorphes, ça, et toujours kilk. Vous voyez encore le kim, i, r, k. Kilk, zelentian. C'est le même texte. C'est le même texte, mais là, la première ligne est anthropomorphe. Et après, c'est du Yelgataki, deux lignes, et du Paul-Olkil, les trois lignes suivantes. Vous voyez? Alors voilà, là, donc on arrive à la fin. Alors donc 561, il n'y a plus d'Arménie. Hein, depuis 428, vous voyez, l'Arménie est partagée en deux. L'Arménie byzantine et l'Arménie sassanide. La partie la plus importante est en Arménie sassanide. Ça s'appelle le Marspana. Marspana, c'est les provinces, enfin pour les Perses. Marspana, avec ici, pourquoi c'est la plus importante? En particulier parce qu'il y a la ville de Dvin ici, qui était le siège du Catholicos. C'est au début, les Sassanides ont toléré le catholique. Ils laissaient les Arméniens avec leur religion et ont toléré. Mais, en 451, le nouveau roi sassanide a dit ça suffit comme ça, plus de chrétiens. Donc il a interdit la religion chrétienne, et alors que jusque-là, les gouverneurs de la province étaient des Arméniens, il a imposé que ce soit les Perses. Et il y a eu cette fameuse révolte arménienne. Alors on dit souvent, une guerre entre Arméniens et Perses, c'est pas vrai. C'est une révolte des Arméniens sujets de la Perse. Et ici, à Valaï, en 451, alors qui est fêté par les Arméniens, bien que les Arméniens aient été vaincus. Pourquoi elle est fêtée quand même? Parce qu'ils ont été vaincus, hein, avec le fameux Valtan Mamikonian, le héros, ils ont été vaincus, mais, vu la résistance qu'ils ont opposée, les Sassanides ont renoncé à leur projet. Donc c'est une défaite militaire, mais en un sens, c'est une victoire diplomatique. Oui. Voilà, ça c'est une miniature qui représente la bataille d'Avalaï. Là, vous avez les Perses, hein, avec leurs éléphants de combat. Là, vous avez Valtan Mamikonian, les Arméniens, avec des archers, les cadavres. Et alors, il y a ce personnage très intéressant ici, qui existait à l'époque, qui s'appelle le fou. Pourquoi le fou? C'était un personnage qui était chargé d'exciter l'ennemi. Alors il leur traitait de tous les noms, salopard, connard, etc. Et de manière à les exciter. Voilà, il est là. C'est le fou. Oui. Voilà. La boucle est bouclée. Je vous remercie.